et bienvenue dans ce premier podcast de Jumpscare, le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Pour ce pilote, nous avons décidé de s'attaquer à un gros morceau, Evil Dead Rise, actuellement en salle, réalisé par Lee Cronin. Je suis Romain Plourde du Bistrot de l'horreur sur Filmo et chroniqueur dans le podcast de Gros Tocard Shitlist. Et pour ce premier épisode, je suis accompagné de mes guerriers et guerrières, Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Hello. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Dario du podcast Plan Plan. Salut les BG. Et Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Evil Dead Rise, 5e film de la cultissime franchise initiée par Sam Raimi en 82, où Bruce Campbell luttait contre des démons à grands coups de tronçonneuse. Franchise qui a non seulement marqué toute une génération de cinéphiles, mais qui a aussi révolutionné le cinéma d'horreur indépendant, puisque Evil Dead premier du nom n'a coûté que 375 000 $ pour apporter presque 30 millions au box-office du monde entier. S'en est suivi deux suites directes, un remake en 2013, des comics, des jeux vidéo et même une série télé. Film hybride entre reboot et suite décousue des films de Sam Raimi, pourvu d'un budget de 19 millions de $, Evil Dead Rise place son action dans un immeuble miteux dans les bas-fonds de Los Angeles, où le livre des morts réveille encore une fois un démon antique qui vient légèrement gâcher une petite réunion de famille. Attention, bande-annonce. J'ai fait un rêve merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Pour qu'on reste une famille unie à jamais. Qu'est-ce que c'est, Danny? Je l'ai trouvé. What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Maman? Maman nourrit les asticots. What will be? Donc, pour placer le contexte et qu'on voit à peu près qui se situe où par rapport à la franchise, est-ce que vous pouvez tous me dire ce que vous pensez de la franchise de base et comment vous l'avez découverte? Dario? Ouais, du coup, moi j'ai découvert la saga Evil Dead, je pense, comme les gens de ma génération sur internet, en disant ouais, c'est une saga hyper culte, c'est trop bien et tout. Donc forcément, ça a piqué ma curiosité. Donc je les ai tous vus. Le remake de 2013, je l'ai vu hier, donc je l'avais jamais vu avant. Et j'ai vu le making of Lost in Time sur l'Armée des Morts, qui est le meilleur de la saga d'ailleurs, au passage. Et la série Ash vs Evil Dead, j'ai vu les 2 premières saisons, j'ai pas fini, mais de toute façon elle a été cancel, je crois. Donc Elle a été cancel. Ils ont réussi à faire une vraie fin avant la fin de la série, mais ils espéraient continuer, mais malheureusement... Sur Reddit, j'avais lu que c'était ça se finissait sur un cliffhanger à moitié ou un truc comme ça. Donc. C'est comme tous les Evil Dead quasiment, si tu regardes bien, mais il y a un brin de conclusion. Et en fait, sans cette annulation, on n'aurait pas eu, je pense, le film de ce soir, pour le coup. Mais du coup, ok, cool. Et Mylène? Alors moi j'ai découvert Evil Dead avant le collège. C'était le père d'un pote qui m'avait dit t'aimes l'horreur, tu vas adorer. Et il m'avait passé une petite pochette de CD de Divix gravée. L'époque. Voilà. Et du coup, je me rappelle à l'époque, j'avais adoré le 1. Je m'étais dit par contre, oh mon Dieu, la lune, elle est vraiment dégueulasse. Et c'est un truc encore aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment horrible. Mais par contre, j'ai adoré l'ambiance. Par contre, quand j'ai lancé le 2, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Vraiment, pendant un moment, je suis restée perplexe en me disant, j'ai pas compris, c'est une suite, c'est pas une suite. Bon, après, heureusement, Internet, tout ça, j'ai fini par comprendre. C'est pas ma franchise préférée, mais j'ai quand même beaucoup d'attachement pour les 2 premiers. Le 3, c'est plus compliqué. J'ai quand même regardé la série. Je suis très fan de la série. J'ai même la marionnette Hachi Slashy. Et ouais, non, j'ai tout vu. Après, j'aime beaucoup les franchises de manière générale. Donc, en général, quand je me lance dans une franchise, j'aime bien la terminer. Ok, donc grosse fan. Ok, cool. Et Amélie, du coup, toi? Alors moi, effectivement, j'ai découvert Evil Dead dans la vingtaine. J'ai dû regarder le premier toute seule chez moi et il m'avait bien fait flipper à l'époque. Et le second, j'ai eu la chance de le découvrir au cinéma, à une séance de minuit d'Halloween des Cinémas Lumière de Lyon. J'étais allée, il pleuvait, c'était en semaine, et du coup, j'étais allée à cette séance de minuit, mais je savais un petit peu à quoi m'attendre. Et c'était vraiment un plaisir, par contre, de le découvrir sur grand écran. J'ai vu le 3e opus pas plus tard que la semaine dernière.
Je regrette. Non. Et j'ai pas vu Oh la là série là. par contre. J'ai pas vu la série. Mais j'ai vu le remake effectivement l'an dernier ou il y a 2 ans peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Et tu regrettes. Bah non, le remake ça va, je regrette pas. On reviendra sur cet affront que t'as fait à Evil Dead 3 plus tard. Ouais. Et toi, du coup, Lily? Moi, j'ai découvert Evil Dead sur le tard, il y a une dizaine d'années, par le podcast Pourquoi Buffy c'est génial, qui vous explique pourquoi Buffy c'est génial. Et pour le coup, ils avaient fait un hors-série spécial Evil Dead 2 qui s'appelait Pourquoi Evil Dead 2 c'est génial. Et le principe de leur podcast, c'était de lancer le film en même temps qu'eux, et ils faisaient un commentaire audio. Et du coup, j'ai découvert Evil Dead 2 en premier, via ce podcast, et j'ai trouvé ça génial. Ils avaient effectivement raison, et ça m'a fait j'ai vraiment eu un gros choc, parce que j'ai trouvé ça hyper créatif, à la fois drôle et effrayant, et du coup, le lendemain, je me suis rendue dans le revendeur, chez le revendeur de DVD le plus proche, pour acheter direct le 1, le 2, le 3 en DVD. Et du coup, j'ai un attachement particulier à cette franchise. J'aime énormément Evil Dead, j'aime beaucoup Sam Raimi. Je suis une fan incontestée de Bruce Campbell. Voilà, Evil Dead, c'est ma franchise doudou. Hein. C'est vraiment le truc que je regarde quand ça va pas bien. La carte doudou est déjà lancée. Voilà. Ok. Je préfère vous le dire tout de suite. Je fais partie de ces gens qui ont pas vu le remake avant longtemps parce qu'il n'y a pas Bruce Campbell dedans. Voilà. Tu l'as vu quand au final? Tu l'as vu, tu l'as aimé? Eh ben, la première fois, j'ai pas aimé parce qu'il n'y a pas Bruce Campbell dedans. Oui. Techniquement, il est C'est une post-crédit. Oui. Non, mais j'ai eu cette réaction un peu bébête de rejeter le truc parce qu'il n'y a pas H dedans, parce que c'est pas Sam Raimi derrière la caméra. Et puis, je l'ai revu pour ce podcast. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, finalement. Et ton avis sur le 3, parce que tout le monde a donné son petit mot sur le 3. Oui, J'adore le red flag. J'adore le 3, je le préfère au premier. Ah, Super. Oh, ça fait 3 contre 1, peut-être 2, du coup, Mathieu? Eh ben non. Moi, c'est vraiment le premier que je préfère parce que j'ai pu voir en fait les films dans l'ordre. Et quand je les ai découverts, j'étais ado, je devais avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment l'époque où je me confrontais de plus en plus au cinéma d'horreur. Moi qui ai un petit peu la phobie du sang, c'est vraiment un cinéma qui ne m'attirait pas plus que ça à la base, alors que j'adorais le cinéma fantastique, j'adorais les monstres, j'adorais tout ce qui était un peu bizarre, surnaturel, tout ça, mais dès que ça saignait un petit peu, tu vois, ça me plaisait pas trop. Oh, donc Evil Dead, forcément. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai pu voir vraiment, parce qu'il passait sur Canal+, très tard le soir, Massacre à la tronçonneuse, mais je me rappelle en fait avoir vu le film avec le doigt sur la télécommande, prêt à changer de chaîne ou à stopper le truc si vraiment c'était trop gore pour moi. Et plus on avançait dans le film, et plus je me disais, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est pas gore, ouais. Pas une goutte de sang. Ouais. Et en plus, le film est très bien, quoi. Donc, j'ai reconsidéré totalement le rapport que j'avais au cinéma d'horreur qui me terrifiait, alors qu'en fait, je l'avais pas vu du tout. Et après, j'ai enchaîné avec tous les classiques du cinéma d'horreur. Et Evil Dead, c'était vraiment un nom qui revenait très, très, très souvent. Et vu que je commençais aussi un petit peu à lire Mad Movies, l'écran fantastique, tout ça, il y avait pas mal d'images qui m'intriguaient et que je voulais voir, voir en vrai, quoi. Et Evil Dead ne passant pas à la télé, j'avais repéré que, il était passé sur une chaîne de TPS, je crois, un truc comme ça. Moi, j'avais pas ça à l'époque, mais j'avais un copain qui avait le satellite, et donc c'est ce bouquet-là. Donc je lui ai filé une VHS pour qu'il m'enregistre en fait les 2 films qui passaient l'un à la suite de l'autre. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir Evil Dead 1 et 2 à la suite, en plein après-midi, je crois un samedi où il faisait un grand soleil. Et ça a été une énorme baffe, dans le sens où, malgré le fait qu'on était en plein jour et que j'ai regardé ce truc-là avec mes parents qui étaient pas très loin, le truc faisait quand même son effet. C'est-à-dire que le film était vraiment effrayant. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais ça a été une énorme claque en termes d'effroi, de mise en scène, d'idées, je suis devenu fan de Bruce Campbell instantanément, enfin voilà. Comme nous tous. Evil Dead 3 est venu un petit peu plus tard. Evil Dead 3, je crois que je l'ai rattrapé en DVD des années après. J'ai mis un petit peu plus de temps à l'aimer parce que vraiment, moi, je recherchais avant tout le côté horrifique, même si j'adore le slapstick et l'humour un peu tarte à la crème, tout ça. Je l'ai pas forcément kiffé la première fois que je l'ai vu, mais c'est en fait au fil des revisionnages que j'ai un petit peu compris le pourquoi du comment et que j'ai pu le mettre quasiment au même niveau que les 2 premiers, quoi. Ah, bah voilà, ça finit mieux que ça commence. C'est cool, vous êtes 5 fans, et puis après il y a moi qui suis un peu plus détendu par rapport à la franchise, dans le sens où Evil Dead pour moi c'était d'abord des affiches que je croise dans les vidéoclubs ou les boutiques de DVD,
parce que les affiches d'Evil Dead, elles tuent. Ouais. Vraiment, De ouf. toutes les affiches. Celle du 3, pour moi, c'est une des affiches les plus légendaires du game, hein, clairement, avec le Bruce Campbell en haut de la colline avec les squelettes en dessous, etc. Ouais. J'ai mis vraiment du temps à les voir, je sais pas pourquoi. Et bien sûr, je ne nie absolument pas tout ce que ça a apporté au genre en termes d'effets spéciaux, de créativité, sur le fait qu'ils avaient pas d'argent, ils ont fait un truc de malade. Mais j'ai toujours été plutôt fan, en fait, du Evil Dead sérieux. Donc le Evil Dead, le genre, le 1, en fait, principalement. Le remake, qui est pour moi le meilleur de la saga avec le 3, c'est ma hot tech, je la glisse. C'est là, c'est posé, c'est assumé. C'est ma carte Yu-Gi-Oh, tu vois. Lily avait la sienne, on en a tous une. Mais c'est pas ma franchise préférée. J'ai un souci en fait avec Bruce Campbell quand il Bruce Campbellise à fond. C'est-à-dire qu'il fait le con là. Voilà. C'est dur à assumer parce que c'est un des visages les plus iconiques du cinéma d'horreur. Ah, on me dit que Lily a quitté la conversation. Oui. Ouais, non mais je sais, je pose ça là en premier, puis après tout ira bien, je te rassure. Je pleure. Je des l'aime bien, larmes hein, de sang. bien sûr. Ça reste une des légendes, ça reste un menton aussi. Mais en fait, dès qu'il a capté le filon, il est rentré dedans et il s'est enfermé dedans. Et en fait, une fois que Totalement. tu vois, enfin, il fait que le showman en fait. T'as plus vraiment de personnage à l'écran et c'est un peu dommage. Ça marche sur Evil Dead 3 parce que Evil Dead 3 c'est le film qui est taillé pour lui, je trouve, vraiment à 1000%. Mais par exemple dans Ash vs Evil Dead, c'est plus Bruce Campbell qui vient sur le plateau, qui fait des clins d'œil à la caméra et puis qui s'en va quoi. C'est ça qui m'a un peu déçu. Parce que c'est un acteur qui a du talent et ça se voit dans les autres films dans lesquels il joue, que ce soit son caméo dans le Congo, que ce soit dans Bubba Hotep surtout, où il joue Elvis. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'il est toujours un peu limité, enfermé là-dedans et c'est un peu dommage. Mais voilà, ce sera du coup un 1v5 ce soir entre moi contre vous sur la franchise. Mais du coup, on n'est pas là pour parler de ça quand même, on est là pour parler du nouveau film, Evil Dead Rise. Et du coup, Dario, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi en fait j'ai plutôt bien aimé, sans plus en vrai. Je trouve que le film a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, mais je lui reconnais quand même quelques qualités. Je trouve notamment l'intro, je trouve que ça paraît être une bonne idée. Donc, je sais pas si je résume un peu l'intro quand même ou pas. Alors, oui, alors tu peux la résumer et autant assumer, ça va spoiler. Autant être honnête avec les auditeurs, ça va spoil. On va essayer d'être calme, mais un film comme ça, malheureusement, on peut pas l'analyser sans le spoil. Donc ouais, l'intro, en fait, on commence sur une maison au bord d'un lac dans une forêt classique Evil Dead, pardon. Et il y a quelqu'un qui est possédé, qui arrache le scalp de quelqu'un d'autre et qui va buter quelqu'un d'autre. Enfin, un peu en mode... c'est expéditif, quoi. Ça arrive tout de suite, on prend pas de temps avec des personnages et tout, on s'en fout, on est là pour voir du sang. Donc le film assume ça tout de suite. Ensuite, en fait, on se rend compte que ça, c'est ce qui se passe le lendemain de ce que nous, on va voir. Et du coup, je trouve que ça dessert de ouf le film parce qu'on se rend tout de suite compte que ils vont pas réussir à soigner le mal qu'ils ont lâché sur la Terre. Et après, du coup, le film ralentit tout de suite parce que là, après, on est réintroduit avec des nouveaux personnages. Et je trouve que ralentit bien même. C'est très très long, c'est très très lent en réalité. Ouais, c'est là, au début, j'avais vraiment du mal à rentrer dedans. Je sais pas vous, mais quand on rentre dans l'appart au début, qu'on voit tous les persos, on se dit ok, d'accord, mais pourquoi d'un seul coup on a tiré le frein à main, tu vois, genre. Il y a un vrai choix de faire des personnages en dehors des clichés habituels. Déjà dans le 2013, il y avait un peu ça. De trouver une raison plus valable d'emmener des personnages dans la forêt et tout, mais là, c'est Lee Cronin. De toute façon, c'est son truc, il aime bien tout ce qui est famille. C'était déjà un des thèmes de son premier film, dont j'ai plus le nom, je suis désolé. C'est The Hole in the Ground. The Hole in the Ground, merci beaucoup. Ou The Onishell en français, ouais. Il tient à ça en fait, et il introduit dans Evil Dead. C'est nouveau. Mais du coup, en effet, ça dessert le rythme totalement, je trouve, aussi pendant 3 quarts d'heure finalement. Mais du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les personnages, justement, je trouve que les personnages dans ce film-là, par contre, sont de vrais personnages, alors que dans le remake, pour le coup, c'est tous des stéréotypes clichés des remakes des films d'horreur des années 2010, je trouve, honnêtement. Donc, et ça joue. Ouais, aussi. Ça joue. Alyssa Sutherland, c'est la personne qui joue du coup Ellie, la mère possédée, là, qu'on voit dans tous les trailers sur l'affiche et tout. Et qui arrive vraiment le film, je trouve qu'elle joue vraiment très très bien. Alors que Lily Sullivan, du coup, qui joue sa sœur, je trouve qu'il y a certains moments où elle est un peu, elle joue moins bien en tout cas, il y a des moments où ça sonne plutôt faux. Mais à part ça, je trouve que tout le cast se donne. Mais bon, c'est pas. En fait, le fait que j'ai vu le remake de Evil Dead 2013, du coup, après Evil Dead Rise, je suis plus indulgent du coup avec le nouveau. Parce que je trouve vraiment que le remake de 2013 est pas très bien, quoi. C'est le défaut de ce film, j'ai l'impression, c'est que personne n'arrive à le détacher du remake. Personne n'arrive à le prendre comme un film comme tel. Je sais pas pour vous, hein. Je sais pas, voilà. Mais il y a eu un avant et un après ce film.
quoi qu'on dise, visiblement. Et les gens font que le comparer, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'il y a quand même des idées piquées à Alvarez dedans. Oui. De revenir dans ce côté très très premier degré, hyper gore, hyper sale, fini le côté slapstick des autres, etc. Et bah pas tant, je trouve. Moi, je trouve que quand même, justement, ce nouveau Evil Dead, là, il a quand même cette qualité qu'on retrouvait dans les Evil Dead de Sam Raimi, où t'as un peu de comédie, un peu de surenchère, au point où ça en devient un peu ridicule, et du coup, ça te fait... T'es pas dans le sérieux tout le temps, comme dans celui de Fede Alvarez. Je sais pas, parce que dans le remake, par exemple, tu vois, voilà, on part déjà dans la comparaison, mais ok, on assume. Le remake se termine quand même par une séquence de malade où il pleut littéralement du sang, avec du feu derrière Mia qui transforme dans un démon, tu vois, c'est des séquences que je trouve complètement folles en termes de visuel, qui te marquent vraiment la rétine, comme moi je les ai vues comme ça, et j'ai pas retrouvé ça dans le remake. Le nouveau, pardon, le 2023. Je rebondis un peu sur ce que tu dis. Je pense que le nouveau tente un truc assez intéressant avec ses personnages, quitte à ralentir un peu le film et à réserver tout ce qui est gore pour le final. Mais le final arrive pas à être aussi gratifiant qu'il aurait pu être. C'est-à-dire qu'au final, quand il y a cette créature qui émerge à la fin des divers cadavres et qui commence à se balader, on a un gros massacre à la tronçonneuse et ça s'arrête là. En fait, c'est ça qui m'a un peu déçu. Ça devient vraiment gore et dégueulasse trop tard pour moi. Même pas à la tronçonneuse en plus. Oui, c'est vrai. Oui. Un petit peu surprenant. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Et d'ailleurs, cette transformation-là, à la fin, moi, je trouve que... Enfin, elle m'a un peu sorti du film dans le sens où, bah, du coup, la créature, là, elle se nerve toute seule. Enfin, elle devient plus lente, moins effrayante, je trouve, pour le coup. Je sais pas si vous avez trouvé que c'était une bonne idée. J'ai vu sur Internet, il y a plein de gens qui disent que c'est créatif, c'est une bonne idée, machin. On n'avait jamais vu ça dans Evil Dead. Et pour le coup, moi, je trouve que ça me sort un peu du film. Un tout petit peu déjà vu ça dans Evil Dead, l'espèce de grosse créature informe avec plein de têtes de partout. On a ça à la toute fin de Evil Dead 2 quand t'as une espèce de grosse pomme pourrie là qui arrive et que Ash tronçonne avec un coup de tronçonneuse dans l'œil là de mémoire. Mais le problème selon moi de la créature finale dans Evil Dead Rise, c'est juste qu'on la voit quasiment pas. Ouais. Elle a l'air d'être assez spectaculaire, cette espèce de fusion entre plein de cadavres qui se déplacent comme ça pour aller fracasser les héroïnes qui restent. Bon, pourquoi pas, mais par contre, le truc, c'est que, et ça c'est un des problèmes du film à mon sens, une bonne partie de ce qui se passe à l'écran, c'est dans la pénombre, donc on a vraiment du mal à distinguer quand il y a des attaques ou des effets gore, et surtout, le montage est très très cut pendant toute la séquence finale, et cette créature qu'on aimerait voir vraiment en pleine lumière pour vraiment l'apprécier correctement, bah là, juste, on ne fait que l'apercevoir, parce que les plans, encore une fois, sont extrêmement brefs, et tout est extrêmement sombre. Donc, il y a forcément un côté un peu décevant, quoi. Bah, moi, c'est vrai que ça cut vite. Ouais. Je trouve que cette créature, pour moi, c'est une énorme paresse d'écriture. Parce qu'en fait, c'est le moyen de se débarrasser de tous les antagonistes en un claquement de doigts. Tu as pas une lutte au corps à corps comme peut l'avoir Ash dans le 1 et le 2. Et du coup, ils sont tous éliminés d'un coup et fin de l'histoire. Et c'est dommage. Mais c'est juste la mère et les enfants, qui fusionnent. C'est pas tous les voisins et tout. Il me semble qu'il y a les autres voisins. Si, il y a aussi les voisins. Il me semblait qu'il y avait que les enfants. C'est ça. Je crois qu'il y a que les enfants. Il y a que les enfants parce que justement, t'as cette cellule familiale qui fusionne et qui l'attaque à la fin. Il y a que les enfants, il me semble, qui se mettent sur les côtés en fait de la mère parce qu'elle a plus. C'est ça. Dans ma tête, il reste des Deadites dernier étage, techniquement. Et le film s'en fout complètement de clore leur arc. Mais ok. Et toi, du coup, Mylène, t'en as pensé quoi ? Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé. On m'avait vendu le film en me disant, tu vas voir, c'est comme Démon 2. Alors déjà, j'étais partie très enthousiaste parce que j'aime beaucoup Démon 2. Voilà, je fais partie de ces gens qui adorent Démon 2. Et j'ai adoré, au contraire de toi Dario, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous prenne un peu en traître sur la scène d'intro en fait, parce que tu te dis ok, allez c'est hyper redondant, on nous resserre un peu la même sauce et tout, et finalement on te dit bah non, en fait ça c'est pas ce qui nous intéresse, on va repartir un jour plus tôt, et j'ai trouvé ça plutôt que ça fonctionnait bien pour moi en fait, parce qu'on te met tout de suite dans l'action, mais en fait tu te dis allez hop, je me recalme. Là, en fait, c'est pas le film, un jour plus tôt. Et je trouve ça sympa aussi de se dire, ok, en fait, peu importe les enjeux pour les personnages qu'on aime et tout, il y a forcément un truc qui va mal tourner, puisque à la fin, un jour plus tard, ça va mal se passer. Mais tu sais pas si quelqu'un va survivre, si en fait, tous les démons... moi, j'avais imaginé vraiment une fin à la démon 1, où en fait, tout le monde était dans la rue, attaquait tout le monde. Bon, en fait, pas du tout.
Mais j'imaginais bien ça, tu vois, en plus dans l'immeuble, en mode à la fin, quand il y a vraiment la porte du parking qui s'ouvre, je me suis dit, ok, tout le monde va sortir, ça va être le bordel. Pas du tout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que les persos sont pas complètement écrits, mais on a quand même un début d'écriture qui est quand même très sympa. Et ça, c'est quand même un bon point pour un film d'horreur, parce que c'est pas toujours le cas. Je trouve que la cellule familiale avec cette mère et ses 3 enfants est hyper intéressante, parce qu'on nous montre un schéma familial qui change aussi pour un film d'horreur, et c'est pas pour autant un schéma familial qui se casse la gueule. J'ai vu pas mal de critiques comme ça qui disaient en fait la famille fonctionne pas du tout, cette mère elle est dépassée. Moi je trouve pas. Je trouve que en fait ça fonctionne très bien avec ses enfants. Oui, bien sûr que c'est pas le schéma idéal, qu'elle en chie un peu, mais je trouve que vraiment c'est hyper intéressant de voir ça, et j'adore le personnage de Bridget. Voilà, je vais spoiler mais je suis dégoûtée que Bridget n'ait pas survécu. Bridget, c'est... Ah oui, d'accord. C'est celle du milieu, du coup. C'est la seule qui a des bonnes... Voilà, et c'est la seule qui dit dès le départ, ne prenez pas le livre, ne lisez pas les vinyles, s'il vous plaît, arrêtez. La plus smart. C'est ça. Et en fait, le film, je trouve que c'est vraiment un gros coup de cœur pour les années 80. Il y a plein de clins d'œil qui, des fois, sont un peu lourds, mais globalement, ça passe. Et moi, j'avoue que je suis très cliente sur ça. J'ai adoré toute cette mise en scène avec, en fait, le vinyle pour justement lire l'invocation. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a vraiment une symbolique qui est cool. Ça m'a fait penser un peu à Trick or Treat. Enfin, en fait, ça m'a fait penser à plein de films, mais pas de manière « Hey, t'as vu, t'es un peu con, regarde, il y a une référence. » Il y en a qui sont plus lourdes, mais globalement, j'ai trouvé ça assez cool. On pense à la même, je pense, celle qui est très très lourde. Oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un hommage à Shining de Stanley Kubrick. Ah bon? Oh waouh! C'est assez discret, il faut avoir l'œil quand même pour l'avoir celle-là. C'est ce que je disais tout à l'heure en off, je voyais déjà des dizaines de youtubeurs faire des vidéos là-dessus. Ça m'a fait rire ça m'a sorti du film en fait. C'est un peu trop appuyé. Il y a des hommages que je trouve plutôt intéressants, comme les Deadite qui se mettent à gueuler Dead by Dawn, qui est le sous-titre de Evil Dead 2. Il y a des caméos de Bruce Campbell que j'ai fouiné après parce que le réalisateur a dit oui, il y a 2 caméos de Bruce Campbell, il faut les trouver. J'en ai un. Et je sais pas si vous les avez entendus, t'en as un? Ouais. Sur Internet, moi, j'ai triché, mais... il fait une des voix qui répondent aux prêtres dans le premier vinyle. Exactement, ouais. Dans le vinyle, il y a un mec qui est en arrière-plan qui gueule « Ne lisez pas ce bouquin, faut le détruire », c'est Bruce Campbell. Sans doute, dans le personnage de Ash, ce serait pas incohérent que le mec, en fait, soit encore dans les années 1920, parce que vu ce qu'il fait habituellement, c'est totalement dans le perso. Et il faut savoir qu'à un moment, il y a un Deadite qui gobe un œil d'un des voisins, et le bruit du gobage d'œil, c'est Bruce Campbell qui mord dans une pomme. Voilà. C'est dire son niveau d'investissement actuel envers la franchise. Franchement, Lily, elle aurait trouvé celui-ci, je pense qu'il fallait l'exorciser. Elle reconnaît le bruit. Grave. C'est la mâchoire de Bruce. C'est ça. Pour info, Bruce a dit qu'il serait pas contre faire un film Evil Dead avec Sam Raimi, et Sam Raimi est partant. Ah mais bien sûr, mais attends la prochaine déclaration d'impôt. Il va revenir. C'est obligé. En même temps, ça fait 20 ans qu'il dit ça quand même. Hein. Oui, ça fait des années qu'il le dit. Hein. Oui, mais il a fait la série... Rémi, j'ai envie d'y croire. Brisez pas mes rêves. Ils en ont besoin, ces gens, pour survivre. Rémi, maintenant, il a d'autres projets, tu vois. Il a Marvel, il y a des rumeurs sur Doctor Strange 3, malheureusement. Mais Campbell qui revient quelque part dans un Evil Dead, j'ai envie d'y croire. Moi, j'étais grave chaud pour la suite du remake où Mia faisait un team-up avec Bruce Campbell, ça aurait été fou. Ouais, ça aurait été cool. Je sais pas ce qu'il retient, tu vois. Pourtant, il a fait la série, donc quelque part, il a envie. Mais il fait 3 épisodes, puis il dit non, je suis à la retraite, puis il revient, puis non, je suis à la retraite, etc. À un moment, frère, c'est bon, quoi. Mais je pense que même lui, il sait pas ce qu'il veut, parce que quand tu regardes les bonus du remake de 2013, il est en mode ok, je voulais pas participer au projet, j'étais le seul à dire non. Et puis quand ils m'ont dit que Ash ne serait pas remplacé, qu'il y aurait pas Ash, je me suis dit ok, je viens. Et en fait, il arrête pas de changer d'avis. Quand tu regardes les interviews, il est jamais sur le même discours. Le casse-couille. Ouais. Bah dans Hail to the Dead, il disait qu'il avait fait le tour en fait, que c'était terminé, que la série était la fin de l'arc d'Ash dans Evil Dead. En fait, dans cette actu donc qui est tombée récemment, où Raimi et Bruce Campbell parlent de la possibilité de refaire un film Evil Dead avec Bruce Campbell, elle part de l'idée que depuis le remake, on fait d'autres histoires dans le même lore, mais ce sont des histoires qui se passent en parallèle. Donc, il n'est pas impossible que Ash continue de vivre une de ces histoires. Mais du coup, juste pour rebondir sur ce qu'on disait sur Bruce Campbell, moi je pense qu'il a plus à apporter à la saga Evil Dead en tant que producteur, comme dans ce film-là. Oui. Plutôt des insights, des avis d'un mec qui est là depuis le début.
plutôt qu'en tant que personnage de Ash. Et pourtant, je suis le premier fan de Ash et Bruce Campbell, quoi. Quand il Bruce Campbellise, comme dit Romain, moi, je suis hyper client, mais je pense que si on veut que ça se renouvelle un petit peu, il y a plus de choses à apporter derrière la caméra plutôt que devant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Totalement d'accord. Totalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas mal, je trouve, de partir sur ce genre de film un peu hors saga, où chacun a son décor, ses personnages, etc. Parce que ça permet quand même quelques trucs vachement sympas. Totalement d'accord sur le fait qu'il y a un vrai travail d'écriture sur les personnages. Je trouve que c'est le gros avantage du film, personnellement. Ouais. Et que ça aurait pas été possible s'il y avait Bruce Campbell. Parce qu'il aurait monopolisé la caméra. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ok, cool. Et toi, du coup, Mathieu, t'en as pensé quoi du film ? Alors moi, j'y suis allé un petit peu, pas forcément entré dans les pieds, mais en me disant, mais pourquoi, enfin, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de refaire un Evil Dead, sachant qu'on a déjà eu la série qui, même si elle a été un peu cancel, enfin, clôturait quand même pas trop mal, enfin, le truc. Le remake de 2013, même si je l'ai pas forcément surkiffé la première fois, en le revoyant, je suis quand même, enfin, il faut quand même avouer que c'est quand même très efficace et largement au-dessus pas mal d'autres remakes qui sont sortis soit un petit peu avant, soit un petit peu après. C'est un bon film, voilà, faut être honnête. Evil Dead Rise, le fait de déplacer le truc dans une grande ville et en plus la bande-annonce vendait pas forcément du rêve. Quand j'ai commencé à voir la mère en fait possédée et sortir de la baignoire en mode une grenouille là qui s'accroche au plafond, c'est le même démon qu'il y a dans tous les films de possession et tout. Enfin, ça a l'air de vraiment puer la merde, quoi. Et moi j'ai un problème aussi en fait avec la manière dont sont représentés les Deadites dans ce film-là et dans le remake. C'est notamment au niveau des yeux. Ce qui faisait pour moi en fait la force des démons dans les 3 premiers Evil Dead, c'était justement qu'ils n'avaient pas de pupilles. C'est que les yeux étaient complètement blancs. Et du coup, il y avait une espèce de malaise qui était créé par rapport au fait qu'on savait pas trop s'ils nous regardaient ou pas. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très très efficace d'un point de vue visuel. Et là, le fait qu'ils aient des pupilles et des yeux juste d'une couleur différente, je trouve que ça fonctionne un peu moins et ça ressemble à n'importe quel démon dans n'importe quel film d'exorcisme sorti ces 15-20 dernières années, quoi. Donc voilà, j'y suis pas forcément allé avec... Surtout dans le remake, ça, non ? Où elle et surtout dans le remake, les yeux jaunes et tout. Là, ils ont plus des yeux bleus comme des gens qui sont morts un peu. Moi, c'est plus comme ça que je l'ai pris. Mais il me semble que Fede Alvarez on lui avait posé la question par rapport à ça, et je crois que c'est un de ses petits regrets de ne pas avoir regardé les yeux blancs en fait, de la trilogie originale. Mais du coup, voilà, quand je suis allé voir le film, j'avais pas forcément de grosses attentes. La scène d'introduction, celle qui se passe sur le lac, très clairement, c'est vraiment pas une bonne façon de démarrer le film parce qu'il y a pas grand chose qui va, quoi. C'est le plan c'est lourd. Le plan drone, il est nul. Enfin, l'espèce de gag. T'es dur. En fait, non, c'est assez un drone. T'es dur. C'est pas. Ouais, non, mais je suis juste. Non, la tête qui tombe. bien, la tête qui tombe est horrible. Ouais. La tête qui tombe est mal faite avec le petit œil là qui bouge. Enfin, c'est nul. Horrible. Et à partir du moment où l'écran titre apparaît, qui est moche aussi. je trouvais esthétiquement, il y avait une petite idée. Il y avait quelque chose qui était peut-être pas complètement abouti, mais il y avait une idée, quoi. Et après, une fois qu'on bouge de la campagne et qu'on va à la ville, je me suis dit, bon, il va peut-être y avoir quelque chose d'un petit peu original, le film va peut-être démarrer, quoi. Et là, vraiment, je me suis emmerdé pendant 30 minutes, parce que la petite crise familiale avec Sniff, machin, comment je gère mes enfants, machin, je m'en fous. Enfin, Evil Dead, ça n'a jamais été une trilogie qui brillait par son scénario, mais là, je sais pas, enfin, ils ont tenté quelque chose qui bon, tout à leur honneur, parce qu'ils ont essayé d'enfin apporter un scénario à Evil Dead, mais j'étais là à dire, mais quand est-ce que ça démarre, quoi ? Et en fait, j'ai l'impression que le film soit n'osait pas, soit s'y est pris trop tard. En vrai, Evil Dead Rise, c'est pas forcément un mauvais film en soi. Je le trouve anecdotique dans la saga, mais je le trouve pas mauvais pour autant. C'est juste qu'il met énormément de temps à démarrer. Et quand enfin il passe la seconde et qu'il commence un petit peu à en foutre plein les murs, ben c'est un peu tard, quoi. C'est un peu tard. Et comme je disais tout à l'heure, tout est extrêmement sombre, tout est dans la pénombre. Et du coup, il y a plein d'effets gore qui ont l'air extrêmement réussis. Mais sauf qu'on les voit pas. Et comme disait Mylène tout à l'heure, en fait, il y a énormément de clins d'œil qui viennent un petit peu caviarder le truc et qui sont des fois même totalement, j'ai l'impression, issus d'un autre film, parce que le Evil Dead Rise est quand même extrêmement sérieux, peut-être un peu moins serious business que n'était le remake de 2013, mais c'est pas non plus la grosse rigolade en mode Evil Dead 2 et Evil Dead 3, quoi. Et du coup, il y a un petit clin d'œil avec un œil qui est éjecté de son orbite et qui atterrit dans la bouche d'un personnage. J'étais là à dire, mais non, ça c'est du slapstick, en fait. Ça provient d'un autre film, mais ça n'a rien à foutre ici, quoi. Et du coup, voilà, j'ai l'impression d'une espèce de film qui a eu du mal à choisir entre
j'ai envie de faire un petit peu autre chose que le remake, mais qui en même temps s'y rattache complètement. Il est un petit peu plus fun, mais en même temps il l'est pas vraiment. Et d'un autre côté, en termes de gore, on est clairement un cran en dessous par rapport au remake, clairement. qui avait vraiment placé la barre très haut. Et du coup, à la fin de la séance, je me suis demandé vraiment, qu'est-ce qui fait qu'un Evil Dead aujourd'hui au cinéma pourrait être réussi de la même façon que la série l'est en fait. Est-ce que quand on va voir un Evil Dead, c'est vraiment on veut qu'il y ait de la mise en scène en mode Sam Raimi avec des plans tarabiscotés toutes les 30 secondes et qu'on se dise waouh putain là il y a un truc de ouf et tout. Est-ce que on veut vraiment du gore outrancier avec des geysers de sang dans tous les sens, des arrachages, des tripes, des têtes qui explosent et tout ça? Est-ce qu'on veut du cartoon, de la comédie slapstick, des gags un peu tarte à la crème et ouais des geysers de trucs absurdes, Bruce Campbell qui se casse la gueule? Ou est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut Bruce Campbell? Est-ce qu'on veut avoir un show de grimaces et de mimiques et de trucs du Bruce Campbell show quoi? Ou alors est-ce que en fait un Evil Dead c'est pas forcément ces 4-là, mais ça serait juste 1 ou 2 ou 3 trucs qui suffiraient? Et quand j'ai vu Evil Dead Rise, je me suis dit mais là on a juste le gore outrancier, on n'a pas Bruce Campbell, on n'a pas forcément des effets de caméra complètement fous parce que c'est des trucs qu'on a déjà vus avant, le slapstick il est absent aussi, donc on a qu'un seul élément en fait sur les 4 qui moi en fait me semble indispensable pour faire un bon Evil Dead, et paradoxalement ça marche parce que déjà pour le remake de 2013 on n'avait pas le slapstick, on n'avait pas Bruce Campbell, il y avait quelques mouvements de caméra qui étaient plutôt cool, et aujourd'hui je le classe vraiment comme faisant partie intégrante de la saga quoi, avec les timelines différentes, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, donc il faut pas forcément ces 4 trucs pour faire un bon Evil Dead. On n'a plus forcément besoin de Bruce Campbell, désolé Lily, ni de Sam Raimi derrière la caméra, mais par contre il y a s'il y a des éléments qui manquent en fait il faut que ça soit rattrapé par les autres, et du coup là moi j'attendais vraiment un déluge de gore, et comme on disait tout à l'heure, au moment où enfin le film commence à passer la seconde, il le fait pas suffisamment, ou il le fait dans la pénombre, et du coup on T'as est un vieux fondu au noir. Et ouais, c'est ça. Il y a plein de meurtres en fait qui auraient pu être extrêmement graphiques, comme l'étaient en fait ceux du remake. Je pense notamment à une espèce de mémoire, je crois une aiguille en fait qui va pour être plantée dans un œil, sauf qu'en fait elle est arrêtée par des lunettes, et le Deadite en fait insiste 3-4 fois avant qu'on passe à autre chose, mais pendant les 3-4 tentatives on se dit putain ça va finir par percer, et le gars va se prendre une aiguille dans l'œil quoi. Et là en fait on a juste une tentative d'un truc pointu qui arrive dans un œil, sauf que pouf ça skip, et après on passe à autre chose quoi. Il y a plein en fait de meurtres qui auraient pu être extrêmement graphiques, qui sont soit évacués, soit relégués hors champ quoi. Et pour un Evil Dead, franchement, je trouve ça dommage. J'aurais préféré en fait qu'ils tentent un petit peu moins de choses en termes d'écriture de personnages, parce que encore une fois, je m'en fous, et qu'ils en foutent un peu plus. Et qu'ils en foutent un peu plus plein les murs, quoi. Je suis d'accord en fait avec toi, Mathieu. Je pense que Lee Cronin, il tombe dans le piège du petit malin qui veut absolument faire des plans hyper esthétiques, quitte à sacrifier la violence. Comme par exemple, t'as une séquence qui est vraiment symptomatique de ça, c'est quand un des personnages regarde par le petit trou qui est dans la porte pour voir derrière. Le Judas, ouais. Le Judas, merci beaucoup. Judas, et en fait, tu vois plusieurs meurtres hors champ, avec juste des bouts moi j'ai bien aimé de corps, etc. Je trouve que c'est une belle idée. Moi j'ai trouvé ça cool. C'est original. Moi, je trouve qu'elle marche bien cette C'est une belle idée, Ah mais ouais. pour le coup, c'est symptomatique du film, en mode, on est là pour faire des beaux plans et nique le gore. Tu vois, il y a un vrai choix qui est fait là-dessus, et à la fin, il revient vers le gore en mode, bon, c'est Evil Dead, faut quand même y aller, etc. Tenez, voilà. Il y a quand même, j'ai lu quand même 6500 litres de faux sang qui ont été déversés, qui sont déversés qu'à la fin. Mais avant ça, en effet, ça m'a un peu fait chier aussi que le film soit dans la retenue, et qu'il privilégie que des petits effets de petits malins à la James Wan sans arrêt, tu vois. Mais tu vois, par contre, il est moins gore, mais je trouve qu'il est très intéressant sur la gestion de la douleur. Parce qu'en fait, je trouve que tu ressens vraiment certaines blessures. Clairement, la râpe à fromage. Tout le monde, au cinéma, on était en PLS, quoi. Ouais, mais il y a qu'un seul coup de râpe à fromage. Bon, ça suffit, non? Il y a qu'un seul coup de râpe à fromage, en mais fait. ça fait mal, Mathieu. Tu quoi. supporterais un seul coup de râpe à fromage, toi? Mais Mathieu, il veut du sang. Mais mais bien sûr que oui, c'est Evil Dead, bordel. Le coup de râpe à fromage, il est pas sur moi, il est sur le personnage à l'écran, tu vois. Râpez-lui la jambe, quoi. Pas juste effleurez-le un petit peu, quoi. Ouais, je rejoins. C'est vrai qu'on va peut-être plus revenir. Excuse-moi, Lily. Je pense qu'on va plus retenir la râpe à fromage plus que les autres meurtres. Et du coup, Exactement. Mathieu a un peu raison. Ouais. Bah, l'aiguille aussi. L'aiguille, c'est pas mal. L'aiguille de tatouage, je sais plus ce que c'est exactement, mais moi, ça a bien marché sur moi. Ouais, elle lui coupe le visage un peu avec l'aiguille, c'est ça? Qu'elle essaie de toucher son œil et tout. Un pistolet à tatouage. Non, mais les gars, on C'est parle ça.
on parle quand même d'une saga où il y a un mec qui se coupe la main à la tronçonneuse, ou dans le remake d'une nana qui se coupe l'avant-bras avec un couteau électrique, et des choses qui vont jusqu'au bout. Et là, on s'émeut un petit peu d'un petit coup de râpe à fromage où la caméra dévie. Enfin, moi, je rejoins un peu Mathieu là-dessus. Je suis légèrement déçue quand même. Voilà. Moi, je voulais vraiment qu'elle lui râpe toutes les cuisses à la râpe à fromage. La phrase de psychopathe. Je voulais qu'elle souffre plus, en fait. Ouais. Qu'il reste que des rognons, ok. quoi. Mais, Je m'en fous, moi, c'est pas ma jambe. je trouve que c'est un avis totalement valide, Mathieu, et on est ensemble. On est ensemble. Et du coup, toi, Amélie, t'en as pensé quoi? Alors moi, je suis un petit peu partagée. Je pense un peu comme vous tous. En vrai, j'ai passé un très bon moment. Je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé ça. Je trouvais les personnages intéressants. J'ai trouvé que c'était cool. Mais peut-être que j'aurais trouvé ça beaucoup plus cool si c'était pas Evil Dead en fait. Ou alors si c'était un spin-off. C'est ce que disait Lily quand on en a parlé. Evil Dead Story en sous-titre quoi, d'un truc. Parce que je trouve que à la fois le film a coché toutes les petites cases du gentil fan d'Evil Dead. C'est-à-dire, alors on vous a bien mis la tronçonneuse, on vous a mis une explication sur un support audio ancien, on vous a mis le livre, la divination, un peu de machin. Enfin, ok, et en même temps, il a essayé, et c'est tout à son honneur, de faire un peu un pas de côté. C'est-à-dire de passer d'une cellule amicale à une cellule familiale, par exemple, de passer de la campagne à la ville, de passer d'un espace très horizontal, les bois, la route, à un espace vertical, donc un vieil immeuble. Et c'est très dommage parce qu'il n'en fait rien. Il n'en fait rien de ces idées qu'il a essayé d'amener sur la maternité, sur le rapport à la maternité, qui est quelque chose, effectivement, pour une saga Evil Dead un peu incongru, peut-être, mais il aurait pu en faire quelque chose de bien. Cet immeuble, finalement, on a plus un rapport de niveau dans les premiers Evil Dead où il y a vraiment la cave qui est le dessous et la cabane. Et là, vraiment, il y a 13 étages dans cet immeuble, on en voit un. Vraiment, il n'y a aucun... Il y a rien du tout qui se construit dans cette version. C'est le syndrome Scream 6 du on change de décor mais on n'en fait rien. Ouais, exactement. Et en fait, moi, j'aurais aimé que la menace, elle vienne plus des bois, elle vienne de la ville. Ouais, tout à fait. Elles viennent de ce Los Angeles, crasseux, parce qu'on voit que les rues sont sales, que il y a des passants un peu bizarres, mais en fait, on le voit presque pas non plus. Moi, j'aurais aimé des plans caméra subjective qui défilent à toute vitesse dans les rues de Los Angeles pour amener que le mal, en fait, il est là maintenant. Il est dans la ville. Moi, je pense que ça m'aurait énervé s'ils avaient fait ça, tu vois. Déjà, en fait, c'est un peu le problème avec l'intro où il y a ils essayent trop de faire un truc un peu métatextuel où vous avez vu, on connaît bien Evil Dead, du coup on met des scènes de caméra subjective tout le temps. C'est un peu ça dans l'intro où justement les personnages ils sont un peu c'est un peu des stéréotypes de personnages de films d'horreur, il y a la cabane et tout. Du coup, ça aurait été dans ce sens-là justement de films un peu pseudo-méta mais juste pour faire bien quoi, et ça m'aurait un peu saoulé, je pense qu'il y aurait eu s'il y avait eu autant de plans comme ça. En fait, peut-être que en même temps, ils essayent de nous en faire des plans à la Evil Dead, quoi. Mais c'est ni signifiant, ni marquant. C'est jamais aussi virtuose. Ben, alors, je sais pas, tenter quelque chose. Vous avez tenté un autre espace. Pour moi, c'est pas anodin de déplacer Evil Dead, qui a toujours été dans cette cabane mythique, Home Sweet Home en crochet avec la petite cabane qu'on reconnaît tous au premier coup d'œil. Là, ils nous ont mis la bagnole et tout, genre wink wink. Vous la reconnaissez cette voiture, mais dans ce cas, pourquoi déplacer dans une ville si c'est pour n'en faire absolument rien? Comme pourquoi le déplacer dans une famille si c'est pour n'en faire pas grand chose finalement? Je trouve que les tentatives oui, on est un reboot, remake, mais attendez, on va quand même vous proposer quelque chose de nouveau, elles tombent toutes un petit peu à... Je suis d'accord. Personnellement, en tout cas. Je pense que c'est très dommage d'avoir déplacé ça à Los Angeles, alors qu'au final, ça aurait pu être à peu près n'importe où. Au final, le seul truc qui est utilisé, c'est ce putain d'ascenseur, qui est le seul truc un peu symptomatique de ce nouveau décor qui est utilisé.
Mais ouais, je me pose des questions. Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de... Est-ce que c'est un vrai choix artistique au final de vouloir faire ça dans un appartement plutôt qu'une baraque? Mais du coup, ça change absolument rien sans la cave. C'est toujours un huis clos, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est très dommage. Parce qu'en plus, c'est pas vraiment très stylisé, c'est juste un long couloir avec un appartement que t'as déjà vu 1000 fois ailleurs dans n'importe quel film d'horreur. Tu vois, c'est le même appartement qu'il y a dans Scream 6, etc. C'est un décor un peu fake. Voilà, le seul truc qui sert à quelque chose, c'est qu'au final, c'est des outils que tu trouves dans des appartements qui sont utilisés pour les meurtres. C'est genre les ciseaux, etc. Voilà. C'est un peu léger. C'était déjà le cas dans Evil Dead. C'est ça. Et tu vois, tout à l'heure, c'est Mylène qui parlait de Démon 2. Démon 2 de Bava, qui est un film que je conseille d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent. Démon 1 et 2, c'est le feu. Complètement con. Mais du coup, Démon 2, qui a 1000 fois moins de budget, fait une meilleure utilisation de leur décor d'immeuble qui s'est possédé que Evil Dead Rise, qui a quand même 19 millions de dollars de budget, faut le rappeler. Et je trouve ça un peu dommage. On a vu récemment, ça nous y a fait penser, on en a parlé avec Mylène. On a vu récemment le dernier film de Balaguerro, Vénus. Aux hallucinations collectives, qui a vraiment un pitch un petit peu similaire sur une histoire de sœur qui travaille dans le milieu de la nuit, qui revient chez sa grande sœur, et en fait, dans l'immeuble, il y a une entité, je vais pas trop en dire, mais il y a une entité un petit peu... donc, littéralement Evil Dead Rise. Voilà. Et le film, qui n'a pas un aussi beau budget, ni d'aussi beaux effets, même s'il y a pas mal de gore quand même, il y a un peu de gore, utilise beaucoup plus ce truc de... Il y a des étages un peu maudits, il y a des trucs qui sont dans les escaliers, qui sont dans l'aération, comment on fuit un immeuble qui fait 14 étages aussi. Et je trouve que c'était plus intéressant dans ce film-là, qui est peut-être plus modeste, que dans Evil Dead. Je suis tout à fait d'accord, et encore plus parce que quand les premiers visuels d'Evil Dead Rise sont tombés, on avait des espèces de figures démoniaques qui étaient mises à côté de Los Angeles, des grands immeubles. Et du coup, effectivement, moi, je m'attendais à quelque chose type Démon 2 ou, pour aller plus loin, Poltergeist 3. Je croyais qu'on allait faire quelque chose de cette architecture, et en fait non, on reste dans le huis clos de l'appartement, et c'est très très dommage. Totalement. Je me permets de rebondir. Vas-y. Je rebondirai plus tard, j'arrive plus à rebondir. Je parlais justement de films qui étaient plus modestes. Et en fait, je trouve qu'une des forces de ce film-là, c'est justement qu'il est un peu modeste, parce qu'à la base, c'était un film qui était censé sortir sur HBO Max, qui était pas du tout censé sortir au cinéma et tout. Et du coup, je trouve que c'était un peu une des forces, justement. Il est pas non plus... il se prend pas tant la tête que ça non plus, malgré quelques plans un peu stylés, des demi-bonnettes un peu dans tous les sens. Je trouve que le film est quand même un peu modeste, et son budget est modeste aussi pour une production US. En vrai, 19 millions, c'est pas tant pour un film d'horreur. Après, c'était pour faire le lien avec Vénus, qui est vraiment, je pense, un budget rikiki, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Amélie. En fait, ce qui est frustrant, c'est que l'immeuble aurait pu devenir un vrai personnage, un labyrinthe, comme c'est dans Démon 2, comme c'est dans Vénus. On aurait pu découvrir une menace en fait qui vient des voisins, par exemple, qui vont être possédés tour à tour, j'en sais rien moi, un vrai truc où on va découvrir les étages, et en fait finalement t'es hyper frustré parce que tu vois qu'un étage. T'es en mode ok, d'accord, donc on nous dit qu'on a 13 étages et tu n'en vois qu'un, d'accord. Et puis les voisins, ils sont... Il y a un petit côté American Nightmare en fait, c'est-à-dire que le truc te vend quelque chose de ouf, quoi. American Nightmare, c'est la promesse que dans les rues, enfin la purge, ça soit le feu, enfin vraiment à tous les niveaux, quoi. Et puis en fait non, le film il se passe intégralement dans un espace clos. Du coup tu pourrais sortir, tu pourrais avoir un récit complètement dingue, mais non, tu restes toujours dans le même espace, et pour en plus voir des trucs que t'as déjà vu, quoi. Romain, tu voulais rebondir? Ça fait 3 fois que j'essaie de rebondir. Je vais le placer, ce film, mais je rebondis sur ce que disait Amélie. Mais il y a un film qu'il fait aussi très très bien, dont tu parlais en fait, avec les étages, etc. et les possessions. Je pense à Rec, le premier. Oui, en fait, qui fait totalement ce que fait Evil Dead Rise, avec 1000 fois moins de budget et 1000 fois plus de talent au final, parce que c'est quand même pour moi un des chefs-d'œuvre du genre. Mais voilà. Même réalisateur que Vénus, donc. Oui, voilà. Il aime bien les immeubles possédés, les immeubles possédés. c'est ça. C'est son kink. Voilà, je voulais juste dire ça. C'est tout. Il était agent immobilier dans une autre vie. Il s'est dit, putain. Le fait que le mal vienne de sa mère et pas des voisins, il y a aussi un truc un peu viscéral de c'est la mère, c'est elle qui porte toute la famille. Donc le mal vient de l'intérieur, du coup, de l'appartement, dans l'immeuble, mais aussi du coup de la famille. Je sais pas, il y avait un truc un peu... Surtout qu'ils introduisent d'autres personnages pour te faire croire que c'est eux la chair à canon, si tu veux.
en mode non, touche pas aux gosses, t'inquiète pas. Alors qu'en fait, les gosses se font charcuter la gueule tout le long du film. Après, on tue pas les enfants, on tue les adolescents. La petite dernière, elle est en Kevlar hein, quand même. Hein. Elle assiste au meurtre de toute sa famille et puis elle dit à sa tante oui, je pense que tu seras une bonne maman, alors qu'elle vient de voir sa mère se faire transfuser juste avant. Et elle dit parce que tu sais mentir aux enfants. Oui. Mais justement, il y a un truc un petit peu intéressant là-dessus, sur le fait que maintenant il y a des enfants dans Evil Dead. C'est que dans le premier, ce qui m'avait glacé quand je l'avais vu la première fois, c'est qu'on a des adultes qui, une fois possédés, se comportent comme des enfants. Il y a tout ce truc avec la petite voix, les rires. Dans le deuxième, il y a la comptine. Donc en fait, une fois qu'ils sont possédés, ils se comportent de manière très enfantine. Et là, on a un renversement, c'est qu'on a des enfants qui se comportent comme des adultes, du coup. Parce qu'ils doivent faire face à la menace. Et du coup, ils conduisent des bagnoles, ils essayent de tronçonner leur mère, ils frappent leur sœur à la hache. Et du coup, les enfants ne sont plus des enfants, finalement. Oui, c'est vrai. Dommage que ce soit Ouais. pas si bien utilisé que ça, parce que ça dure vraiment 20 non, minutes c'est vrai. avant qu'ils se fassent tous charcuter la gueule. Et je trouve le personnage de Danny, du coup, celui qui réveille le mal, je le trouve vraiment relégué au troisième plan, et c'est un peu dommage. Dans ce délire, justement, on veut mettre un peu la famille au centre du mal, là, dans le film. Parce que du coup, lui, il se transforme vers la fin, et après, Pour moi, il allait avec sa survivre, mère, lui, et puis parce voilà, que quoi. c'est lui qui porte la culpabilité, en fait, d'avoir libéré les démons. Et la saga, elle aime bien faire ça, si tu veux. Même dans le remake, c'est Eric qui lit le bouquin, puis il reste en vie jusqu'à la fin du film. Il mange bien cher, mais il est toujours là. Ouais, il prend cher pendant tout. Et je me disais qu'il allait payer, en fait, pour ça dans le film, le gamin. Et en fait, non. C'est con parce que c'est un de mes préférés. Toi, c'était Bridget pour Mylène. Moi, c'était lui. Parce qu'il a vraiment le côté adolescent du mec qui a fait une connerie qui se dit j'ai peut-être un petit peu abusé. Et je trouve ça vachement bien joué. C'est un des meilleurs acteurs du film pour moi. Je trouve que c'est la mère, mais. Ah, mais clairement. Elle, Ouais, la mère, elle est impressionnante. hein. Bah, en fait, Ouais. je crois que le scénario s'intéresse pas tellement au personnage masculin. Non, c'est vrai, c'est Non. un film de Ouais. femme. C'est un film de C'est un zouz. film de- C'est un Ouais, film clairement. très féminin. Et d'ailleurs, il n'y a pas de scène de viol dans celui-ci. J'y ai cru, J'y j'ai ai cru que ça allait cru. arriver, mais, Oui. mais pas. En fait, le rapport à la sexualité, il est dans la maternité. Ouais. Il n'est pas dans le fait de se faire d'être agressé ou d'être violé comme dans les premiers. Ouais. Et puis des scènes de viol dans Evil Dead, il y en a déjà eu peut-être un peu trop. Enfin, Oui, je sais oui, pas si non, c'était- j'étais Oui, pas à je réclamer une pense. scène de viol, hein, mais je note ce glissement qui est... Parce que même dans le remake, ils ont osé la faire quand même, alors que Ouais, moi je horrible. pensais qu'ils n'oseraient pas. C'était un argument marketing. D'ailleurs, elle est effectivement assez longue dans mon souvenir. Et là, en fait, ils ont repris les câbles électriques qui remplacent les branches, et effectivement, elle se fait, entre guillemets, juste casser les bras et les jambes. Mais là, on est sur le rapport au fait d'être enceinte ou d'être mère, et pas dans cette sexualité agressive, Ouais. je dirais, des démons. Ouais, totalement. Est-ce qu'on peut parler de l'accouchement, s'il vous plaît, là, ce fameux ascenseur là, débile à la fin là. Ah oui, j'ai vu ça sur internet. Oui, Oui, c'est un Vas-y. accouchement, Mon c'est Dieu. une métaphore, totalement. C'est Très une peu belle subtil. métaphore très visible. Et- Très visible. J'ai lu aussi que c'était un peu une métaphore pour l'avortement, parce que le film serait contre l'avortement ou un truc comme Ouais, ça. non, mais ça, c'est Ah, les mais Américains qui personne pètent des n'était câbles. D'accord, ouais. Mais surtout que même si la maternité, c'est quand même un sujet, le sujet au cœur du film, et qu'on est sur ce personnage qui va aller voir sa sœur parce qu'elle sait pas quoi faire, et que tu comprends vite qu'en fait, dès qu'elle a eu un souci, à chaque fois, elle allait voir sa sœur parce que c'était elle vraiment qui l'a guidée. Il y a aussi tout ce truc-là où finalement, elle accepte sa maternité, où elle veut de son bébé. Exactement. Mais je sais pas si on peut vraiment voir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu. Après, ça reste très subjectif. J'ai pas du tout vu ce genre de lecture, quoi. Bah moi si. Ah ouais, bah non, bah tiens, du coup, faut qu'on avance, et du coup, il reste ton avis à avoir, Lily, donc vas-y, c'est ton moment. Bah en fait, moi je suis assez d'accord avec Amélie. J'ai un peu peur de paraphraser son avis, mais pareil, je suis très mitigée. J'ai trouvé qu'il y avait de grosses faiblesses d'écriture, que la scène d'intro et la fin sont assez cheap, et même la fin un petit peu le final avec le monstre très rushé, et la fin avec la voisine qui descend au sous-sol, enfin j'ai trouvé ça un petit peu cheap aussi. J'ai trouvé, comme vous, que les références étaient très forcées, et on n'en a pas trop parlé. Mais alors moi, c'est bon, là chez Kikam, j'en peux plus, quoi. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui savent peut-être pas ce que c'est, là chez Kikam, c'est ce procédé que Sam Raimi et ses copains ont inventé sur le premier Evil Dead, qui consistait à poser en fait la caméra sur un bout de bois.
et tu mets 2 personnes de part et d'autre du bout de bois et tu cours en tenant la caméra ras le sol, donc ça crée cet effet là de vue subjective en plan séquence. Et là, en fait, le film, il en use et il en abuse. J'ai compris que c'était un Evil Dead, merci. Et je trouve... Alors, excusez-moi, mais moi, je regrette un peu le côté comédie slapstick des originaux parce que ça fait partie de la saga. Et je suis désolée, mais la série avait réussi à mettre tous les ingrédients. Alors, il y a peut-être un côté Bruce Campbell Show dans la série, mais je trouve qu'il est compensé par d'autres personnages comiques qui sont tout aussi bons que Bruce Campbell. Kelly et Pablo, moi, ils me font autant rire que m'émouvoir. Oui, Je suis d'accord. Enfin bref, mais je reste partagée parce que j'ai quand même trouvé des points positifs dans Evil Dead Rise, parce que je trouve que le propos sur la famille, finalement, il fait quand même pas mal partie d'Evil Dead. On le retrouve dans le premier Evil Dead, en fait. Il y a Mathieu me l'a rappelé juste après le film, donc il y a une des victimes qui est la sœur de Ash, on a tendance à l'oublier, et dans le remake, il y a tout un truc aussi sur le lien de parenté entre 2 personnages. Et alors c'est peut-être survolé dans les originaux, mais j'ai l'impression que Sam Raimi, il a essayé de le creuser dans la série, parce que Ash retrouve son père et on apprend qu'il a une relation très problématique avec son père. Et il a une fille aussi, il me semble. Oui, il a une fille aussi, ouais. Et donc ça reste très léger dans la série, mais je crois que c'est un truc qui fait partie d'Evil Dead, et là pour le coup c'est un bon point accordé à Evil Dead Rise, parce qu'il essaye d'en faire quelque chose. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que le propos sur la maternité, j'aime bien le fait que la nouvelle Ash soit une femme. Ça, je trouve ça très cool, même si c'est pas très subtil. Par exemple, elle a une robe chemise pour bien nous faire comprendre, attention, je suis la nouvelle Ash. Elle chope une tronçonneuse dans les 5 dernières secondes du film pour checker, pour remplir la case sur le cahier des charges, quoi. Mais sans avoir consulté Twitter, j'ai quand même vu ce propos un petit peu puant, un peu anti-avortement, parce que la nana, au début, elle veut trouver une solution. C'est les mots qu'elle emploie. Parce qu'elle a une carrière. Elle bosse dans la musique. Elle s'occupe de réparer les guitares sur les tournées des groupes de rock. Donc, c'est pas le moment pour elle d'avoir un enfant. Et en fait, le propos du film, c'est je vais le garder quand même, je vais pas le tuer, quoi. Voilà, moi, ça me dérange un petit peu. Voilà, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Je sais pas, mais peut-être que du coup, comme il est assez mal écrit, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Bon, bref, mais dans tous les cas, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de bonnes idées visuelles, même si elles sont pas suffisamment exploitées. C'est pas si mal réalisé, c'est pas trop mal joué, mais comme dit, j'ai pas retrouvé l'enthousiasme que j'ai pu ressentir devant la trilogie originale ou devant la série. Ok, ça se défend, en effet, comme avis. Écoutez, pour conclure, je vous propose une petite conclusion. En un mot chacun, votre avis sur le film, puis après on va conclure. Dario ? Un seul mot ? Un seul mot, t'as le droit à un seul. Parce que j'avais trop de demi-bonnettes, sinon moi, mais... Ah ouais, demi-bonnette de ouf. Demi-bonnette, ça peut passer. Demi-bonnette. Ça peut passer. Demi-bonnette. Ok, vas-y. Mathieu ? Moi, j'aurais 3 mots, ça va être chaud. Sympathique, mais dispensable. Ok. Amélie ? Kanda. Ça passe. Lily ? Groovy, hein. J'étais le groovy, le moins groovy du monde. Ça se voit que c'est la fin. Ça fait un quart d'heure que je réfléchis, que je trouve pas de mots. T'inquiète. Mylène, vas-y. Cheesy ? Cheesy, ouais. Ok, ça passe. Bah écoutez, on finit. Romain ? Ah, oh là, oui, bonne question. En fait, j'oublie que j'anime le podcast et que je dois répondre des fois. 3 mots, on est là. Voilà, c'est tout. J'ai pas plus à dire, je pense. C'est mon podcast qui fait ce que je veux, en fait. T'es chez moi, là. Voilà. Ce que nous a appris Evil Dead, peut-être, c'est qu'il faut pas ressusciter des vieux trucs. Et c'est valable pour les sagas de cinéma. C'est ça. Et ne lisez pas de livres, surtout pas. Non, surtout, faut pas écouter des vinyles s'il y a pas de pochette. S'il y a pas de pochette avec des petits vinyles, faut pas lire un vinyle. C'est ça.
toujours se fier à la couverture et quand elle ressemble à un truc de chair humaine, ne le lisez pas. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles Apple Podcast, Spotify, vous connaissez la musique. Passez une excellente semaine. On se revoit vendredi prochain avec un film dont voilà 3 mots comme indice. Mulet, vampire, saxophone. Ça me paraît plutôt évident. Passez une bonne semaine. Salut tout le monde. Bisous. Salut. Ciao.